Alors, vous allez me dire tout de suite si le partage d'écran fonctionne bien. Vous faites des pouces, un signe. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Ça a l'air d'être bon. Oui, c'est bon. Très bien. Hop. Donc là, on va vous présenter effectivement nos trois intervenants de la matinée, nos experts. On vous présentera quelques prérequis avant d'aller envisager de soumettre vos projets aux financeurs. Nos cinq conseils privilégiés et puis également balayer un petit peu les possibilités de financement que vous pourrez solliciter. L'objectif, hein, on aime bien prendre cette métaphore, c'est de rassurer le financeur qui est le plus grand stressé. L'idée, lui, il va avoir envie que vous le remboursiez. Et donc, du coup, il faut lui donner des gages, que vous allez avoir une activité qui va fonctionner. Et donc, du coup, que vous allez pouvoir rembourser vos dettes, vos mensualités. Et je vais laisser la parole tout de suite à nos experts et je vais laisser Jennifer se présenter. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Jennifer Kroll. Je suis conseillère en financement à France Active Centre Val-de-Loire. J'interviens plus particulièrement sur le Cher et le Loir-et-Cher. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je pourrais vous donner, si besoin, les coordonnées de mes collègues sur l'Indre-et-Loire. Est-ce que tu peux présenter rapidement France Active? Bien sûr, oui. Alors, France Active Centre Val-de-Loire, on est une association régionale qui accompagne les entrepreneurs engagés. Donc, on va accompagner des personnes qui sont demandeurs d'emploi ou en précarité vis-à-vis de l'emploi, jusqu'à accompagner des structures de l'économie sociale et solidaire via des outils de financement qui sont des garanties bancaires, des prêts à 0% ou des subventions, voire ou des prêts participatifs, notamment pour des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, notre rôle, c'est le conseil, le financement et la mise en réseau avec les autres structures et partenaires. Je sens que tu as déjà sollicité l'intérêt des participants. Merci Jennifer. Je vais passer la parole à Denis. Oui, bonjour à tous. Donc, Denis Barbery, cabinet Compta France à Bourges. Mon bureau est situé à côté de l'aéroport, enfin vraiment à proximité immédiate de la Chambre du commerce, hein, c'était pour nous situer. Moi, j'ai le rôle au sein du cabinet de chargé de développement et de l'accompagnement des créateurs et des repreneurs d'entreprises. Alors, par exemple, ce matin, comme je disais aux collègues, j'ai travaillé sur un prévisionnel pour quelqu'un qui veut créer une cave à vin. Cet après-midi, je vais travailler pour quelqu'un qui veut reprendre une carrosserie. La semaine dernière, j'ai travaillé pour quelqu'un qui veut s'installer comme paysagiste. Mon rôle consiste à écouter le projet, hein. Je reçois environ 80 à 100 personnes comme vous, hein, tous les ans. Donc, écoute du projet, puis après, on va établir les données plutôt financières à l'aide d'un bilan prévisionnel d'activité. Et ensuite, on va présenter le dossier aux banques, hein. C'est le sujet de la visio d'aujourd'hui. Je dis souvent que je suis en contact tous les jours avec les banquiers. Alors, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais on va dire que j'ai des contacts plusieurs fois par semaine avec les banquiers qui sont indispensables, hein, pour financer les projets. Il faut savoir qu'à peu près 99% des projets ont recours à un prêt bancaire. On verra ça dans la suite de la vidéo. Donc, je laisse la parole à Franck-Xavier Aubert, qui est expert comptable et qui va se présenter. Bonjour à tous, donc, je suis expert comptable chez Compta France, à Bourges et à Romorantin. Et donc nous, l'un de nos rôles est aussi d'accompagner les porteurs de projets. Et mon sujet de mémoire de fin d'études portait sur l'optimisation du financement bancaire. Donc c'est pour ça que je fais partie de cette vidéo. Entre autres, parce que aussi on t'aime bien. Et donc, tout de suite, on va laisser place à la présentation des prérequis avant d'aller vous présenter devant les financeurs. Donc là, quel est votre projet? Donc, faut bien, avant d'aller voir le financeur, il faut bien cadrer où vous en êtes dans votre projet. Donc, où c'est la question à se poser, votre lieu d'implantation de votre activité, donc future activité, savoir si le lieu est attractif, savoir s'il est bien situé en fonction de votre activité, essayer de faire
notamment on en a besoin dans le business plan, c'est savoir les ventes susceptibles d'avoir lieu à l'endroit où vous voulez vous installer. Le but aussi que le banquier veut savoir, c'est si votre lieu d'implantation il est cohérent avec votre vie personnelle. Il veut savoir si vous n'êtes pas à 100 km, si ça ne va pas chambouler votre vie personnelle, parce que c'est un projet de vie, le projet d'implanter une entreprise. Donc, dans la question où, c'est les deux questions à se poser, savoir si pour l'activité ça va être attractif et si c'est en lien avec votre vie personnelle, est-ce que c'est cohérent? Voilà. Après, la question du quand, alors c'est surtout savoir où vous vous situez dans votre projet. Est-ce que vous êtes à l'idée? Est-ce que vous êtes au moment où l'idée se transforme en projet et donc vous avez besoin d'être accompagné? Est-ce que vous êtes au moment où tout est bien calé dans votre tête et donc vous avez fait le prévisionnel, vous savez où vous en êtes et vous allez demander des financements? Et ça va jusqu'à la date d'ouverture. Quand est-ce que vous allez ouvrir votre entreprise? Donc, le quand, c'est savoir où vous vous situez et savoir ce qui reste encore à faire et où vous en êtes. Comment? Donc là, c'est par quel moyen je vais réussir à concrétiser mon projet. Donc, moyens financiers, moyens aussi matériels. Est-ce que j'ai déjà du matériel qui pourra me servir pour concrétiser mon projet et pour ma future entreprise? Et puis, bien sûr, savoir si dans mon entourage, il y a des personnes qui peuvent vous aider, qui ont une expérience dans la vie d'entreprise, la vie d'entrepreneur. Donc, tout ça, c'est des questions à se poser et savoir où vous en êtes, faire le point et ce qui peut être utile pour votre projet à vous personnel. Et après, combien j'ai besoin? Donc là, c'est savoir combien j'ai besoin de financement, notamment, et financer quoi, savoir qu'est-ce que j'ai besoin de financer et à combien ça coûte. Donc ça, on le verra, Denis va nous en parler dans la prochaine slide, mais c'est savoir notre besoin pour ce projet-là. Donc oui, c'est à moi. Avez-vous listé donc, vos besoins? Souvent, quand quelqu'un m'appelle, il me dit je voudrais un rendez-vous parce que j'ai un projet, la personne me demande qu'est-ce qu'il faut que j'apporte et c'est la première chose que je demande. Je leur dis, essayez de lister vos besoins. On va prendre un exemple et je pourrais vous envoyer un tableau, mais c'est un tableau tout simple à faire. Si quelqu'un veut s'installer comme paysagiste, il va peut-être avoir besoin, vous comprendrez, d'une tondeuse. Donc en face, on met un prix, alors même si ce n'est pas tout à fait le prix définitif, parce qu'il trouvera peut-être un prix différent, plus ou moins cher. On peut mettre par exemple une tondeuse haut de gamme à 3 000 euros. Il va avoir besoin d'une remorque pour emmener ses déchets verts, donc on va mettre une remorque à 3 000 euros aussi. Il va avoir besoin d'un taille-haie à 1 000 euros. Bref, vous avez compris, la liste peut s'allonger. Il faut vraiment noter tout ce qui va correspondre à l'activité dont on a besoin. Ensuite, on s'exprime en hors taxe. On va rajouter une TVA sur l'ensemble qui sera de 20%. Et puis après, il faut rajouter des petits détails qu'on ne pense pas, par exemple des frais de constitution de société. Si c'est un local commercial, est-ce qu'il y a un dépôt de garantie prévu au bail? Et puis, si c'est encore un local commercial, on peut demander une estimation des travaux. Et ne pas oublier, je crois qu'on en parlera peut-être aussi tout à l'heure, le fonds de roulement, ce qu'on appelle la trésorerie de départ. Bref, tout ça, ça fait un total. Imaginons que ça fasse 50 000 euros. Et sur la colonne de droite, on va écrire comment on va financer ces 50 000 euros. Alors, bien souvent, ce que je vous demande, c'est de me dire, voilà, j'ai un apport de 3 000, de 5 000. On va dire un apport de 5 000. On est passé voir Jennifer à France Active. On va avoir un prêt d'honneur à hauteur, par exemple, de 3 000 euros. Donc, ce qui veut dire qu'il va manquer 42 000 euros pour arriver aux 50 000. Et là, on va solliciter un emprunt bancaire de 42 000 euros.
faut pas hésiter de prendre du temps pour ça. Et puis, parfois, les gens me disent, bah, tiens, j'ai fait ça, on se revoit ou on se téléphone 2, 3 jours après, il y a des modifications, c'est pas grave du tout. Mais c'est un document, ce plan de financement qui est vraiment important, c'est le point de départ de votre projet. Et bien sûr, c'est facile à dire, pas tout le temps facile à faire, mais essayez de ne rien oublier. Et ensuite, je dirais, on s'occupe du reste. Et donc, on va passer plus concrètement aux 5 conseils primordiaux pour réussir le financement de votre projet. Alors, le premier point, c'est d'apporter avec vous, lors de vos différents rendez-vous, un CV. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément automatique, mais pour le financeur, lui, plus il a effectivement des informations vous concernant, mieux c'est par rapport à la suite de votre projet. N'hésitez pas aussi à bien détailler votre CV, que ce soit votre parcours professionnel, votre poste ou vos précédents postes passés, mais aussi les fonctions que vous aviez dans ces entreprises-là et les différentes tâches que vous occupez. Ça peut avoir de l'importance parce qu'effectivement, si vous êtes passé par plusieurs entreprises différentes et que vous avez une expérience de 30 années derrière vous, on n'a pas forcément le temps de rebalayer et de vous reposer des questions sur chacun de vos précédents emplois. On va aller regarder vos grandes compétences. Mais nous, après, derrière, ça permet effectivement de savoir quels sont les points forts vous concernant. On parle aussi du CV parce qu'en plus de votre expérience, on va avoir effectivement votre diplôme aussi de base, votre parcours, vos formations complémentaires. Alors c'est vrai que quand on a 40 ou 50 ans, on ne mentionne peut-être pas au rendez-vous le fait d'avoir eu un diplôme dans tel domaine. Pour autant, ça peut avoir un petit peu d'importance. Voilà. Certains diplômes, on parle un petit peu de gestion d'entreprise, même si après, on n'a pas forcément travaillé dans ce domaine-là. Au moins, on a les bases. Et puis, on voit également dans votre CV tous vos centres d'intérêt. Voilà, les centres d'intérêt, quelqu'un qui va faire du sport comme du rugby, on va savoir effectivement qu'il va quand même connaître un petit peu de monde sur le territoire et ça peut avoir son importance par la suite. Autre point sur le CV, préférez plutôt un CV fait sur l'ordinateur que façon manuscrite. Ça arrive encore effectivement d'en voir passer en format manuscrit, mais ce n'est pas forcément le plus simple aujourd'hui derrière en tant que financeur. Et puis, même s'il n'est pas à jour, il faut aussi prendre ce petit temps-là de marquer toutes vos expériences. Alors voilà, si vous avez travaillé 2 jours à un endroit, ce n'est peut-être pas important de le préciser, mais si votre CV date d'il y a 10 ans, c'est vrai qu'il ne nous apportera pas grande précision, nous, par la suite. Voilà. Ce qu'on va regarder aussi dans votre CV, c'est aussi, j'allais dire, votre stabilité passée. Voilà, vous vous engagez sur un financement aujourd'hui, peut-être sur une certaine durée. C'est vrai que ça peut aussi être intéressant pour les financeurs. Valoriser votre parcours pro et extra-pro. Et puis finalement, à la première étape, c'est de savoir se vendre avant de vendre son projet. Tout à fait. Est-ce que c'est bon pour toi, Jennifer? C'est bon. Donc là, le banquier, il va vous écouter sur votre projet, ça, il n'y a pas de problème, mais derrière, vous devez gérer une entreprise. Gérer une entreprise, ça amène à connaître quelques notions importantes dans la gestion d'entreprise, et notamment ces quelques points. Donc les recettes, ça tout le monde l'a compris, c'est le chiffre d'affaires, c'est le total des ventes. Alors on prend toujours en hors taxe, on parle toujours en hors taxe. La marge, ça, c'est la différence entre ce chiffre d'affaires-là et les coûts directement liés à la réalisation du produit ou de la prestation. Donc, je prends un exemple, je vends des kebabs, et la matière première pour le kebab, ça, c'est les dépenses directement liées. Donc, après, si vous voulez faire une marge, connaître votre marge, c'est le chiffre d'affaires lié à cette vente de kebab, moins les marchandises, le coût de marchandises. Les dépenses, donc ça, les dépenses, c'est l'ensemble de toutes les charges liées à l'activité. Donc, il y a les charges, donc les marchandises, mais il y a aussi tout ce qui est lié au fonctionnement du local, donc l'électricité, l'eau, le loyer, les honoraires des comptables, les charges de personnel aussi, tout ce qui va être lié à l'URSSAF,
qui représente un coût important, les impôts et les taxes. Et, il y a plusieurs impôts comme la cotisation foncière des entreprises. Voilà. Donc ça, c'est avec le prévisionnel, ça prend en compte tout ça, votre business plan prévisionnel. Mais il ne faut pas en louper et il faut bien définir toutes les dépenses qu'on aura besoin. Pour la trésorerie, donc ça, Denis en a un petit peu parlé, c'est tenir compte, en fin de compte, de votre besoin de fonds de roulement dès le départ. Donc au départ, donc, vous faites la liste, comme Denis parlait, la liste de tous vos besoins. Et derrière, il faut toujours prendre en compte un petit pécule de trésorerie, on va dire, parce que quand vous allez commencer, vous avez besoin d'acheter pour démarrer l'activité, sauf que vous n'aurez pas encore de recettes. Ce petit décalage, c'est le besoin en fonds de roulement. Votre fonds de roulement, il est important à prendre en compte parce que c'est ce qui vous permet de tenir le coup au début de l'activité. Parce que tant que le chiffre d'affaires ne rentre pas, ben, vous n'avez pas de rentrée d'argent. Donc, cette trésorerie de départ est très importante et il faut bien l'estimer pour pouvoir bien commencer l'entreprise et votre activité. Et on finit par le stock. Donc, ça, c'est pareil. Au départ, si je reprends mon exemple sur la vente de kebab, eh ben, on a besoin de marchandises. Donc, il faut un stock au départ. Et ce stock-là, il faut bien l'évaluer aussi parce que ça fait partie des besoins à lister et à financer au départ de l'entreprise. Ces notions, souvent, qui sont un petit peu des fois sous-estimées ou oubliées, qui sont importantes de connaître. Corinne, je vois que vous avez levé la main, vous avez une question. Pardon, je cherchais le micro. Oui, juste, j'ai un petit cas, une question concernant les recettes. On parle en CA hors taxe, ok, et dans le cas particulier des micros, parce que nous, on parle toujours en TTC. En fait, ça dépend si vous êtes soumis à TVA ou pas. Donc, il y a certains seuils. Très souvent, les micros sont en TTC, mais ce n'est pas forcément le cas. Vous pouvez être en micro et être soumis à la TVA en fonction de votre activité. Oui, moi, ce ne sera pas forcément le cas, mais à ce moment-là, est-ce qu'il est préférable de le présenter hors taxe et toute taxe comprise, comme ça la personne voit quand même qu'on maîtrise le sujet ou Non, si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, il faut le mettre en TTC parce que vous ne serez pas du tout concerné par la TVA. Voilà. Ok, d'accord, très bien, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon pour le moment. Est-ce qu'il te restait des choses à dire, Franck? Non, c'était tout. Merci. Hop. Troisième point. C'est moi, je crois. Oui. Donc, évaluation des besoins, ben, j'en ai. Oui, alors ça fait un petit peu doublon avec mon intervention de tout à l'heure, en fait, parce que je pense que j'en ai trop dit. Hein, donc, là, on revient sur l'évaluation. Donc, je vais vous montrer. Là, j'espère que ça va aller. J'ai un prévisionnel à côté de moi. Donc là, on a évalué des. Hop, hop. Ouais, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on a évalué des besoins. Et puis à côté, on a mis les ressources. Donc, c'est à la sortie, c'est avoir un tableau comme ça. Moi, ça me suffit. Et après, on va transformer tout ça en un prévisionnel d'activité avec une belle photo. Là, c'est un paysagiste. Et puis, plein de tableaux. Là, vous avez par exemple le tableau des charges. Ouais, c'est pas terrible ce que je fais. C'est pour vous montrer un petit peu. Surtout, je vous montre ce qui est le meilleur. Hein. Je garde le meilleur pour la fin, hein, sur la dernière page. C'est la courbe. Vous voyez la courbe de trésorerie qui monte. L'objectif étant d'arriver à un niveau tout à fait stable de trésorerie, de ne pas avoir de difficultés. Je rebondis sur le mot apport. Bah ouais, l'apport, c'est important parce qu'on finit toujours par en parler. Alors nous, on en parle, mais surtout les banquiers en parlent parce qu'ils considèrent qu'ils ne peuvent pas être les seuls à prêter de l'argent. Hein. Il faut que la personne qui est en face d'eux s'investisse également. On pourrait, pour parler plus simplement, se mouille aussi, hein, prenne des risques.
Donc, c'est difficile de donner un apport aujourd'hui, de dire il vous faudra 1 000 euros d'apport, 2 000, 5 000, 10 000, 15 000. C'est en fonction, bien sûr, du projet. Mais à tout moment, alors, excusez-moi, donc cet apport-là, il va être indispensable, quel que soit le montant. Il faut absolument rassurer le banquier en disposant d'un apport ou en faisant beaucoup d'efforts pour obtenir un apport, même si parfois ce n'est pas facile. Je vois des gens qui n'ont pas d'apport aujourd'hui. Une semaine après, ils en ont parce qu'ils ont la chance d'en avoir parlé dans leur famille et de bénéficier d'un petit prêt familial, voire d'un don familial. Ensuite, les emprunts, il y aura au niveau des emprunts, il y aura plusieurs emprunts, on va en parler tout à l'heure. Il y aura l'emprunt bancaire, hein, qui est souvent sur une durée de 7 ans. Et puis les emprunts style prêt d'honneur, hein, qui sont proposés par France Active et Initiative Share également. Est-ce que vous avez des questions pendant que je suis là? Et est-ce que justement, sur l'apport, c'est une question qu'on a souvent quand on accompagne les porteurs de projets. Est-ce que, par exemple, quand on investit dans des formations, quand on investit, on a des fois des entrepreneurs qui ne sont pas encore immatriculés, mais qui commencent à s'acheter un petit peu de matériel ou qui commencent à tester un certain nombre de produits. Voilà, je pense à des porteurs de projets qui font plutôt des choses en couture, etc., qui commencent finalement à se doter de matériel au fur et à mesure. Est-ce que ça, typiquement, ça peut être des choses que tu comprends dans un apport qui, là, pour le coup, n'est pas financier, mais est-ce que tu le valorises? Oui, bien sûr, et j'ai envie de dire heureusement, hein. On a parlé tout à l'heure d'un paysagiste. Ça en fait 2 ou 3 que j'installe, là, ils ont tous en apport, notamment une tondeuse ou une tronçonneuse ou un tailleur. C'est ce qu'on appelle, vous avez peut-être déjà écouté, les apports en nature, en fait. Donc, on a comme besoin une tronçonneuse, on l'a, et ben on l'apporte, c'est un apport en nature. Après, je suis obligé de revenir quand même sur l'apport en numéraire, hein, c'est le fameux apport personnel dont je parlais tout à l'heure. Les banquiers aiment bien qu'il y ait un petit complément à côté avec tout simplement de l'argent. Et on peut tout à fait monter un dossier, et puis on fera tout pour. Si vous avez un apport en matériel, en nature, de 3 000 euros, et puis qu'à côté, vous avez un apport personnel de 500 000 euros, croyez-moi, que ce soit Jennifer, Franck, on fera vraiment notre possible pour que le projet aboutisse. C'est souvent Pardon. Oui, vas-y, Jennifer. Dire pour compléter ce que Denis fait, voilà, si vous anticipez un projet de création d'entreprise et vous commencez déjà à réaliser des investissements, n'hésitez pas surtout à garder les factures de ces investissements. Oui. C'est à partir de ça, effectivement, qu'on valorisera l'apport en nature dans le dossier. Effectivement, si vous avez acheté la tondeuse il y a 2 ans, on prendra un amortissement sur ce matériel, hein. La tondeuse, voilà, imaginons qu'elle a une durée de vie de 3 ans, et ben, si vous créez 1 an après, eh ben, elle ne vaudra plus 3 000 euros, mais 2 000 euros. Donc, gardez toutes les factures que vous avez concernant ces investissements-là. En tout cas, c'est ce qui permettra derrière de les laisser dans le plan de financement. Et puis, voilà, on parlait des formations, hein. Si vous avez pu obtenir des formations sur votre activité, c'est toujours bien, effectivement, de le mentionner aux financeurs. Voilà, il y a des financements qui sont pris, des formations qui sont prises en place par les financements Pôle emploi, vos droits DIF, mais d'autres où c'est des dossiers encore plus complexes qu'il faut monter avec Pôle emploi. Ça, effectivement, c'est plutôt pas mal parce que le coût de ces formations peut être astronomique derrière. Et pour compléter ce que Denis disait au niveau des devis, alors on sait que ce n'est pas évident quand on est en phase de création d'entreprise d'avoir des devis. Ça peut aussi d'aller sur le Bon Coin, de faire des captures d'écran, d'aller sur Internet. Voilà, vous avez besoin d'un ordinateur. Ça peut être aussi d'aller sur des sites, de prendre des captures d'écran ou de les mettre en PDF. Voilà, c'est important aussi de comparer et d'avoir minimum 2-3 devis pour votre dossier. L'intérêt, c'est effectivement de l'évaluer, mais surtout de le justifier. Typiquement, quand on reçoit les porteurs de projets, souvent, ils nous disent parce que vous êtes de votre secteur d'activité, donc vous connaissez. Moi, j'ai toujours tendance à dire, essayez de vulgariser et de prouver. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver devant quelqu'un. Si j'arrive devant vous et que je vous dis, il me faut 20 000 euros, on ne se connaît pas, vous allez me dire, t'es gentil, mais je ne vais pas te les donner. Et le fait de le justifier, c'est aussi important pour qu'on comprenne pourquoi.
D'autant plus que certains banquiers que vous allez rencontrer vont décaisser le prêt, certains en une seule fois, et tant mieux pour vous, et d'autres décaisseront que sur facture. Donc, si vous avez fait faire des devis à 20 000 euros et que finalement vous avez 10 000 euros d'investissement, eh ben, le delta entre les deux, ça ne viendra pas financer en plus de la trésorerie sur votre activité. Le banquier ne décaissera que la partie des investissements. L'apport en numéraire, il est obligatoire aujourd'hui? Ah, je vais répondre. Alors, la réponse, ça peut être oui, et, voire même non. Je dirais qu'il est fortement conseillé parce que dans l'esprit, ils aiment bien que la personne prenne aussi des risques. Est-ce qu'il y a une... Enfin, pour aller plus loin, pour Corinne qui est sur une entreprise individuelle en micro, ça peut aussi dépendre de la demande. D'où le fait aussi de pouvoir l'évaluer, parce qu'effectivement, peut-être qu'on n'aura pas les mêmes critères pour 2 000 ou 5 000 euros d'emprunt que pour du 50 000 Oui, tout à fait. ou 100 000. Oui, de toute façon, moi, Hein? je ne suis pas sur ces montants-là, mais en fait, je repars de zéro. Enfin, c'est un peu sur tous les plans, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que je mise beaucoup sur mon argumentation, forcément. Ouais. Mais l'apport numéraire, bah, aujourd'hui, repartant de zéro, il n'y en a pas. Enfin, là, jusqu'ici, je parle pour moi, hein, tout ce qui a été expliqué, je rentre dans aucune des cases, donc c'est mal engagé, mais voilà. L'intérêt aussi de notre travail partenarial et de nos accompagnements sur nos structures, et on va le voir aussi au fur et à mesure, hein, mais c'est aussi de travailler avec vous pour voir ce qui est possible. Il y a déjà quelques idées qui ont été lancées par Denis, Jennifer et puis Franck-Xavier, mais c'est de voir aussi qu'est-ce qui peut être mobilisable, parce que nos associations, alors j'ai plutôt là sur France Active, Initiative, l'ADI, etc., il peut y avoir aussi des recours pour faire comme un apport, comme un levier aussi. Donc ça, on va aussi vous le montrer au fur et à mesure. Et puis, quand on insiste un petit peu sur ce côté valorisation de vos apports, effectivement plutôt en nature, mais qui peuvent être des apports, ça va aussi consolider finalement votre projet. Et ce que dit Denis, et ce qui est important à mon avis, c'est de montrer votre engagement. Donc, votre engagement, il est autant dans vos compétences, dans tout ce que vous avez déployé pour monter votre projet, et puis aussi dans l'investissement qui va être le plus financier, parce que même si vous arrivez avec de l'apport en nature, vous l'avez payé à un moment. Donc effectivement, ça va être de regarder un petit peu tout ça globalement, et puis de le valoriser au maximum, et après de trouver avec les financeurs. Hein. C'est encore une fois pour ça que nos partenaires France Active, Compta sont spécialisés sur ces tâches-là, parce qu'entre guillemets, c'est un autre métier, et voilà, il y a aussi plein de choses qui peuvent être prises en compte. On parlait du timing, notamment de la création d'entreprise. Hein. Aujourd'hui, si vous anticipez effectivement que la création se fera dans quelques mois, même si vous repartez à zéro, que vous n'avez pas forcément beaucoup de marge de ce côté-là, le financeur, il sera toujours rassuré si vous arrivez à mettre 20 ou 30 euros de côté sur un compte et qu'à la fin, au lieu d'avoir zéro, bah, vous avez peut-être 200 ou 300 euros. Voilà, effectivement, c'est aussi l'effort que vous faites voilà, en disant, bah, voilà, non, je ne peux pas mettre... Alors, on entend beaucoup les ratios des financeurs, 20 à 30% d'apport. Ce n'est pas effectivement le cas sur tous les dossiers que l'on rencontre. Moi, à mon niveau, les porteurs de projets, ils sont plutôt entre 5 et 10% d'apport que 20 ou 30%. 20 ou 30%. Et effectivement, c'est comment, même si votre apport est faible, vous avez réussi à le constituer. Ça sera pris en compte. Et puis, c'est à vous aussi de l'expliquer au niveau des financeurs et des banquiers ou autres quand vous allez les voir. Voilà, aujourd'hui, j'ai si peu, mais sachez qu'il y a 6 mois, bah, j'avais zéro encore. Donc, c'est déjà un effort supplémentaire. On va pouvoir avancer, mais effectivement, on joue toujours dans nos accompagnements avec le temps, parce que souvent, on a des porteurs de projets qui sont très pressés. Et l'idée de toutes ces visios qu'on vous propose et des commentaires de nos experts, c'est aussi de vous dire, eh ben, des fois, il faut, la vieille phrase, il faut savoir perdre du temps pour en gagner après. Ben là, on est aussi dedans. C'est des fois aller trop vite, c'est pas forcément un avantage. Alors oui, on sait que des fois, vous pouvez perdre un contrat ou deux, mais derrière, vous allez peut-être mal préparer, pas préparer la trésorerie, mal vous faire accompagner ou le faire tout seul, et vous retrouvez plus en difficulté que si vous aviez pris un mois, 2 mois ou 3 mois.
Et on lutte aussi sur le côté, il n'y a pas de petits projets. Alors, on est d'accord que encore une fois, j'aime bien rappeler que la micro-entreprise n'est qu'un régime fiscal, mais en tout cas, il y a une facilité d'accès à ce type de régime fiscal. Par contre, derrière, ça ne veut pas dire que déjà c'est le meilleur, et puis ça ne veut pas dire qu'il faut aller vite et que c'est pas, vous n'êtes pas chef d'entreprise pour autant. Excusez-moi, j'ai juste une Oui, question. allez-y. S'agissant des devis, justement, pour évaluer les besoins, vous parliez tout à l'heure d'évaluer le montant et aussi de le justifier. Et est-ce que cette justification, elle peut être en termes de valeur morale? Ou est-ce que c'est que le prix qui doit être justifiable? Par exemple, je vous donne un exemple, ce sera peut-être plus clair. Oui. S'il y a le choix d'acheter français, par exemple, à un taux plus important ou d'acheter, je ne sais pas, chinois, par exemple, pour ne pas les citer, est-ce que forcément le français sera dans beaucoup de cas plus cher? Est-ce que c'est quelque chose qui peut rebuter, par exemple, euh, les financeurs sur notre capacité de gestion, par exemple? Bon, non, comme vous l'expliquez là, ça va rebuter personne, hein. D'accord, ok. Et il me semble qu'en fait, l'intérêt de tout ce qu'on va vous présenter, et Franck Xavier a commencé à parler du fameux business plan, c'est un dossier dans lequel vous allez expliquer cette valeur morale. Alors effectivement, c'est peut-être plus difficile de la chiffrer dans un tableau en disant, mais c'est l'intérêt qu'on ne présente pas non plus qu'un tableau, c'est l'intérêt que vous allez vous présenter votre projet et que vous allez l'écrire. Donc si c'est cohérent aussi, hein, on parlait tout à l'heure, Denis a évoqué et Jennifer ont évoqué la cohérence dans le projet, dans la vie perso. Bah là, on est pareil. Si c'est cohérent dans votre projet, dans le concept finalement que vous allez développer de prendre français, parce qu'il y a une demande, parce que ça va justifier aussi, il me semble que ça peut effectivement être intéressant. Ok, merci beaucoup. Et du coup, on a Sophie qui demande si la durée du financement euh, peut, peut aller au-delà de 7 ans et sur quelle durée du coup? Ça va être maximum 10 ans, mais là, on est plutôt sur de l'immobilier en général. Ouais, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Moi, je pense que 7 ans, c'est un petit peu le bout du monde, hein, en matière de remboursement sur un projet économique. Alors, parfois, on peut avoir. L'autre jour, on a monté un dossier qui est assez important, avec un remboursement sur 8 ans. J'ai dû faire 3 banquiers dans la semaine avec le client pour proposer le dossier. Les 3 banquiers m'ont dit pourquoi tu as mis 8 ans? C'est 7 ans. Chez eux, c'est 7 ans. En IMO, oui, 10, 12, 15 ans. Ou dans certaines activités agricoles, avec un différé voilà, sur la première année due aux plantations, ça peut aller au-delà, mais généralement, c'est compliqué de trouver. On peut faire moins aussi, hein. Ça reste une norme, enfin, je veux dire informelle, je ne sais pas, mais en tout cas, ça reste une norme dans les pratiques. C'est ça? C'est ça. Ouais. Je vous propose de passer au 4e point, le fameux business plan dont parlait Anthony tout à l'heure. Alors, un business plan, c'est quelque chose effectivement que les financeurs attendent. Pour autant, faites attention à la taille et à l'épaisseur de votre business plan. Sachez qu'un financeur, il n'accordera pas mieux le financement s'il a un dossier de 50 pages derrière à lire. Voilà, il y a des dossiers qui font tout autant 4-5 pages, qui sont très très bien expliqués, qui obtiennent aussi bien des financements. Voilà, le financeur, il ne va pas passer une demi-heure à lire votre dossier avant le rendez-vous. Il va y chercher les principales informations concernant votre projet, mais après, ça sera à vous derrière de présenter votre projet. Donc, le business plan, ce n'est pas la taille, en tout cas, qui va faire que le financement sera plus facilement accordé et que je demande 100 000 euros à la banque, qui me font un business plan qui est de 50 pages. Ce n'est pas du tout l'objectif aujourd'hui. C'est vraiment aller à l'essentiel. Bien sûr, à côté du business plan, hein, on retrouve le prévisionnel dont parlait Denis. Hein. Si on met des mots aujourd'hui sur ce qu'on attend nous, on va parler d'un compte de résultat prévisionnel sur 3 ans, d'un plan de financement au démarrage, et ça peut être intéressant, peut-être un plan de trésorerie selon certaines activités. Voilà. Et puis, selon le type de client avec lequel vous allez parler derrière.
Ce business plan, vous pouvez le préparer seul. Sachez qu'aujourd'hui, il existe des organismes pour vous aider à le préparer, comme notamment la boutique de gestion. Vous pouvez aussi passer directement par un cabinet comptable pour vous aider à faire ce prévisionnel d'activité-là. Sachez que même si vous êtes passé par la BGE et que vous créez une société, la validation sera automatiquement derrière faite par un cabinet comptable. Ça ne veut pas dire que le cabinet comptable va valider tel quel le document que vous avez fait, vous, de votre côté. Ça veut dire que lui, il va en refaire un à côté et qu'après, il faudra comparer vos hypothèses par rapport aux hypothèses du cabinet comptable. Le cabinet comptable, et là, je pars sous couvert de mes 2 collègues présents aujourd'hui, ne peut pas s'engager à valider des chiffres qu'il n'a pas construits, lui, de son côté. Voilà, vous pouvez faire une base aujourd'hui sur Wikicrea ou autre, mais il aura besoin de le saisir dans son logiciel spécifiquement pour le valider et le tamponner derrière. Sinon, il pourra juste s'engager verbalement, mais vous n'aurez jamais d'écrit de la part du cabinet comptable. Donc voilà, faites attention sur cette notion-là derrière. Sachant que les banquiers, souvent, veulent une attestation du cabinet d'expertise comptable ou des fois ont des partenariats avec des organismes accompagnateurs, mais voilà, très souvent, ils demandent une attestation de l'expert comptable. Et quand on avait préparé l'année dernière cette présentation, c'est vrai qu'on a des fois des trames de business plan assez simplifiées. Et c'est vrai que autant Denis, Jennifer et Xavier nous disaient, par exemple, vous n'avez pas forcément toujours besoin de réexpliquer l'activité en soi. Denis parlait, par exemple, du paysagisme. Bon, je pense qu'au bout d'un moment, les partenaires financeurs savent à peu près ce qu'est un paysagiste. Peut-être la manière dont les activités, la manière dont vous allez les faire sont intéressantes. Si c'est des activités un petit peu nouvelles, qui sont, voilà, qu'on connaît un peu moins, ou qui sont un petit peu, où les financeurs, vous savez, vont être peut-être un petit peu plus frileux, là, vous pouvez peut-être alimenter un peu plus. Hein. Vous direz après et expliquer un peu plus ce qu'est cette nouvelle activité. Sur les activités qui sont déjà connues, effectivement, ça peut alléger le business plan de ne pas passer 4 pages à expliquer ce qu'est un paysagiste ou l'activité en soi. Comme les reprises de fonds de commerce. Hein. Aujourd'hui, voilà, une reprise, c'est censé être une activité qui fonctionne, sauf cas exceptionnel. Ce qu'on attend effectivement de vous, c'est qu'est-ce que vous allez changer ou qu'est-ce qu'il faut améliorer par rapport à la sédante aujourd'hui. Voilà. La facilité d'une reprise, c'est qu'il y a déjà des bilans passés. Donc, pour le financeur, effectivement, si les bilans sont bons, c'est que ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de raison. Donc là, c'est plutôt sur vous, en fait, que ça va reposer le business plan. Alors, on a déjà quelques questions, alors pareil, qui vont être un peu plus techniques sur le financement. À combien correspond, en gros, le fonds de roulement, il correspond à combien de mois d'exercice? Alors, ça dépend des activités, mais parfois, on considère qu'il faut bien répondre à 2 mois. Mais le fonds de roulement, il faut qu'il soit vraiment analysé en fonction des besoins. Mais parfois, on a des surprises. J'ai eu le cas là ce matin. On ne sait pas trop si la taxe foncière sera, enfin, la taxe foncière sera à la charge du locataire, mais on ne sait pas non plus s'il y aura un dépôt de garantie. Vous savez, quand vous louez un local, vous allez signer un bail, vous avez connaissance du montant du loyer que vous allez verser mensuellement. Mais il est bien fréquent que les bailleurs, les propriétaires, demandent un dépôt de garantie au bail qui peut être par exemple de 2 mois, de 3 mois. Si vous avez un loyer mensuel de 1 000 euros et qu'on a 3 mois de dépôt de garantie, ça fait 3 000. Ben ça, il faut le prévoir dans le fonds de roulement, mais c'est en aucun cas un calcul sur le chiffre d'affaires, par exemple. Donc, je vais rester un petit peu assez vague. Je ne sais pas si Franck a quelque chose à rajouter. Oui, c'est comme tu dis, en fait, le but, c'est d'évaluer les dépenses que vous allez avoir en début d'activité, les dépenses qui vont sortir de votre trésorerie et que pendant ce temps-là, le chiffre d'affaires, lui, n'est pas encore rentré en fin de compte. C'est vraiment ce décalage-là, ce fonds de roulement, et il faut estimer, ouais, comme dit Denis, à peu près 2 mois de dépenses, mais des dépenses qui vont vraiment sortir de votre trésorerie, de votre banque. Parce que derrière, si le chiffre d'affaires il n'est pas forcément au rendez-vous comme vous l'avez souhaité, ben, faut pouvoir tenir, quoi. Alors, on se gratte un petit peu la tête quand on en arrive à la ligne fonds de roulement.
Parce que, alors souvent, les porteurs de projets ont tendance à minimiser un petit peu. On fait un peu les radins, on dit on ne va pas mettre de trop, et on se retrouve on constate après qu'il n'y a pas assez. Mais on se gratte aussi un petit peu la tête parce qu'on imagine les problèmes que peuvent avoir les difficultés de dernière minute, comme je disais tout à l'heure. Et puis aussi, un autre paramètre, c'est que les banques, sur un projet où on emprunte par exemple 30 000 euros, ils n'aiment pas qu'il y ait 20 000 euros de fonds de roulement, hein. Ça fait beaucoup pour eux. Ils aiment bien qu'il y ait soit un petit fonds de commerce, soit du matériel, des choses vraiment, vraiment palpables. Je sais aussi que dans certaines banques qui fonctionnent tout un petit peu différemment sur ces points-là, quand le fonds de roulement excède 20% du montant du besoin total, ça fait l'objet d'une analyse encore plus approfondie. Et bien souvent, c'est surtout que ça fait l'objet à l'issue de refus bancaires. Et Ils le fassent ensemble, le fonds de roulement. ça peut peut-être aussi des fois dépendre de votre clientèle cible. Si des fois c'est des structures ou des entreprises ou plutôt des institutions, etc., qui vont avoir des décalages de paiement. Donc ça peut aussi justifier d'un plus ou moins fonds de roulement. Encore une fois, je parle Tout à fait, c'est des ça. collègues. C'est ça. Faut bien connaître ses clients, savoir si, s'ils vont payer comptant ou s'ils vont payer à 30 jours et s'ils vont bien vraiment le payer, quoi. Ce qui me permet aussi d'insister, hein, dans vos projets, en général, on vous dit, hein, de faire une petite enquête auprès de vos clients. Souvent, on a les porteurs de projets qui viennent nous voir en nous disant, mais mes clients, c'est tout le monde. Et c'est vrai qu'on a un peu la petite phrase, si c'est tout le monde, c'est personne. Et le fait de le connaître, ça va autant sur le côté trésorerie, business plan et communication, vous aider aussi à savoir comment ils vont payer, consommer, et sur quel réseau, sur les canaux, quels canaux, pardon, les attraper ou communiquer. Et donc, c'est important aussi de bien cibler votre côté clientèle. C'est un tout, hein. Est-ce que c'est bon pour vous? On va passer au point numéro 5. Donc, préparez votre rendez-vous, présentation pour aller voir vos financeurs. Donc, après qu'on ait bien tout cadré, qu'on a son prévisionnel, il faut aller prendre rendez-vous chez les banquiers. Et donc, ce rendez-vous se prépare parce qu'au final, c'est ce rendez-vous d'une heure et demie, qui va vous permettre d'essayer de convaincre le banquier. Il faut que le banquier soit convaincu que votre projet est viable et que vous êtes la bonne personne pour ce projet-là. Et donc, le but, c'est de venir avec des chiffres clés en tête, de valoriser, ce que disait Jennifer, c'est valoriser son parcours professionnel et personnel pour dire qu'il sera utile pour ce projet-là. C'est vraiment trouver des arguments à donner aux banquiers pour qu'ils soient convaincus de financer ce projet-là. Donc, vous pouvez venir aussi avec des échantillons de produits. Ça peut être bien sur la fabrication de certains produits pour certaines activités. Comme ça, le banquier voit concrètement ce que vous voulez vendre. Et puis, il y a des petites règles à respecter. Alors, c'est par expérience, hein, qu'on vous le dit, mais venir à l'heure, avoir une tenue correcte, voilà, c'est des choses qui tombent sous le sens, mais par expérience, on sait que on a déjà vu des porteurs de projets qui venaient un peu les mains dans les poches. Donc, le but, c'est que c'est comme un entretien professionnel, je dirais, et c'est là où vous devez convaincre le banquier pour être financé. On fait le parallèle des fois avec les entraînements qu'on peut faire sur des pitchs, ou qui vont être pour vos moments de réseau, vos moments de présentation. Mais là, typiquement, en plus, ça peut être stressant, hein, parce que vous avez besoin, ça peut être un rendez-vous un peu crucial, vital, pour la suite de votre projet, comme on disait, personnel et professionnel. Le fait est de pouvoir peut-être le préparer. On peut aussi se dégager du temps avec les réseaux, enfin, ceux qui vous accompagnent, d'avoir cet échange, de préparer, de s'entraîner aussi, hein. C'est bien de le positionner de cette manière-là.
J'ai Sophie qui nous demande, voilà, en termes de dépenses de recherche, j'ai pas bien compris, mais qui nous demandait si elles peuvent être intégrées dans le premier bilan. Alors, elle prend l'exemple de l'essence, de l'hôtel, si immatriculation. Je veux bien vous laisser la parole pour que vous puissiez peut-être aller un petit peu plus loin dans votre question ou la préciser en tout cas. Si vous pouvez mettre le micro. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Oui, lorsque l'on fait justement des recherches d'installation, on est amené à avoir des frais d'essence, d'hôtel, voilà, déplacements divers, de restauration. Est-ce que ça, on peut les mettre de côté, tous ces tickets, toutes ces factures qui ne sont pas au nom de la société puisqu'elle n'est pas encore immatriculée et pouvoir les réintégrer dans l'entreprise par la suite une fois que la société est en route? Parce que tout ça à fait. peut faire des grosses dépenses, quoi. Je veux dire, quand on y est un moment sur une recherche de projet, ça peut monter. Oui, tout à fait. Il faut toujours garder les justificatifs. Oui. Et puis, oui, ça rentre tout à fait dans la première année d'activité de l'entreprise. Même s'ils ne sont pas au nom de l'entreprise, du coup, parce qu'en société, il faut que… Oui, voilà, c'est pas grave, ça. Non, parce qu'il y a toujours une compréhension de l'administration fiscale sur le fait que vous n'êtes pas encore immatriculé, mais votre entreprise est en formation. Donc, non, il n'y a pas de problème là-dessus. Et on peut remonter combien de mois en arrière? Après, c'est toujours pareil, c'est un délai raisonnable et puis il faut que ça soit vraiment en lien avec… Oui. Les dates, voilà, bien sûr, les dates d'essence qui correspondent aux hôtels, des choses comme ça, bien sûr, mais 6 mois, 1 an en arrière? Oui, voilà. Après, plus d'1 an, c'est compliqué à justifier. Après, voilà, oui, 6 mois, 1 an, ça reste raisonnable. Et puis, il faut bien prouver que c'est en lien avec votre future entreprise. D'accord. Et j'avais une autre question, c'est par rapport aux subventions, parce qu'on parle beaucoup de prêts à taux zéro maintenant, beaucoup plus qu'avant, si j'ai bien compris. Quelles sont encore les subventions possibles en fonction de l'âge, de la situation d'emploi, des choses comme ça? Sur les grandes lignes, je parle. Vous faites une belle transition si tout le monde a fini sur les 5 points, parce qu'effectivement, comme je vous avais présenté sur le sommaire, on a prévu aussi de vous commenter ce qui est possible en termes de mobilisation. Non, mais c'est très bien, Sophie, hein, se dire que vous suivez. Non, on va vous présenter ça. Effectivement, est-ce que si je vais aller un peu plus loin du coup pour compléter la question, maintenant qu'on y est, Franck Xavier, du coup tu parles d'un délai raisonnable. Est-ce que finalement il y a une somme raisonnable aussi? Non, du moment que c'est des dépenses D'accord. liées à l'activité, il n'y a pas de somme particulière. Ça marche. Est-ce que vous avez des questions, effectivement? Oui. Si on peut revenir sur la durée d'emprunt, parce que sur les projets qui sont conséquents, on parlait de 7 ans tout à l'heure, éventuellement de 8. Est-ce qu'il… Pardon, je vous ai coupé la parole. Iris? Non? C'est bon? Je voulais savoir s'il était bon de voir les choses dès le départ, de pouvoir aborder les choses dès le départ, ou si au bout de 2 ans, on peut éventuellement, il est plus judicieux de revenir au bout de 2 ans et de rallonger le prêt. Je veux dire, de le faire en 2 temps. Mais bon, il y a moins de visibilité, quoi. Après, je réponds, on peut faire on peut faire une durée inférieure. On a des projets qui sont financés sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, sur 2 ans, hein, même si ça marche, vous m'entendez? Ce qui est un petit peu délicat, vous voyez, c'est de solliciter un prêt bancaire aujourd'hui et de se le voir accorder et de revenir dans 6 mois ou dans 8 mois, revoir le banquier parce qu'on veut solliciter un prêt complémentaire. En fait, on n'avait pas prévu assez. Notre activité marche bien, mais on n'avait pas prévu assez. Alors ça, ils n'aiment pas trop, hein. Ils préfèrent refaire un deuxième prêt uniquement quand vous aurez 1 ou 2 bilans d'activité. Je ne sais pas si ça répond à votre question, hein. C'était Sophie. Pas trop, oui, mais bon, c'est que c'est peut-être un peu complexe là, mais oui, il peut être négocié, il peut être revu éventuellement lors d'achat de murs au bout de 2 à 3 ans s'il y a une promesse de vente de murs
au bout de Ah oui, 2-3 ans pour alléger un peu le prêt de rachat, quoi, je veux dire. là, vous êtes dans le cas où vous allez louer un local et puis vous allez payer un loyer pendant 2 ou 3 ans et vous Voilà, peut-être. envisagez d'acheter les murs à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Donc Donc là, à en ce fait, ce sera un moment-là, deuxième prêt. Ce sera un deuxième prêt immobilier oui, sur une durée évidemment plus conséquente parce que les murs, forcément, oui, c'est plus important. Mais c'est tout à fait possible, ça. pour essayer un petit peu à ce moment-là que ce soit plus souple sur le prêt du commerce, quoi, le prêt, je veux dire, ouais. Parce que forcément, un prêt immobilier va venir alourdir souvent la charge. Oui, alors l'idéal, c'est qu'il soit, en fait, ce que vous payez comme loyer aujourd'hui corresponde à peu près à ce que vous allez rembourser comme mensualité à la banque. Il ne faut Oui, pas qu'il y ait une énorme variation, hein. Si vous avez un oui. loyer de 500 euros aujourd'hui, puis que vous avez un remboursement d'emprunt à la banque de 1 000 euros dans 3 ans, forcément, sur une année, 500 par 12, vous savez, ça fait 6 000 euros et ça peut peser lourd dans votre modèle économique. Alors après, quand il y a souvent un immeuble, ce qui peut être fait, mais ça, on rentre un peu plus dans le détail, c'est une société civile immobilière, donc qui constitue une société civile immobilière, et donc c'est cette société qui supporte l'emprunt de l'immeuble. Mais alors ça, faut en discuter avec son expert comptable et le banquier, savoir s'il vous suit sur ce projet-là. C'est presque un nouveau projet, en fait, qui est en lien avec votre activité, mais c'est un nouvel emprunt et une autre nature d'emprunt. Là, vous comprenez, parce qu'il y a des mains qui se lèvent, on va passer aussi aux autres questions. Vous comprenez aussi l'intérêt de l'accompagnement et finalement d'aller aussi assez loin dans la précision de ce que vous voulez faire, parce que du coup, après, pour les collègues de Compta France et France Active notamment, ça peut aussi orienter comment vous allez imaginer les choses de la poursuite de votre projet finalement. Donc, plus vous allez être dans le détail à ce moment-là où vous êtes encore porteur de projet, plus pour les collègues, ça va être facile aussi de travailler, vous de proposer le plan A, le plan B, le plan C, que ce soit en termes de structuration juridique, fiscale, et voir si vous devez séparer des activités ou pas. Hugo, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Je ne me suis pas présenté parce que je ne suis que participant à cette réunion animée par Anthony. J'ai rejoint la BGE Touraine, moi, il y a de ça 4 mois, et je me suis inscrit un peu par curiosité à cet atelier. À la BGE, je suis conseiller en création et développement d'entreprise, donc j'accompagne sur la partie business plan, mais auparavant, après mon master, j'ai occupé le poste de conseiller de clientèle professionnelle en banque pendant 5 ans. Donc j'étais très friand de connaître un peu le regard que vous aviez sur mon ancienne activité de banquier, et c'était juste pour en complément par rapport à la question de Sophie Pellet. Effectivement, par rapport à un financement, le banquier préférera toujours séparer en 2 temps le financement professionnel du financement de l'immobilier. Parce que déjà en termes de durée, c'est pas la même, qui a souvent 7 ans sur le pro et 10 ans sur minimum pour le bien. Et il attendra de voir comment fonctionne l'activité avant de s'engager sur un financement des murs professionnels. Et je valide totalement l'intervention de Franck Xavier sur, moi je conseille aussi beaucoup à mes clients au moment d'acquérir les murs, de ne pas le mettre dans la société d'exploitation, mais de monter une SCI pour une fois que si vous voulez revendre l'activité, déjà ça sera, si c'est un fonds de commerce, ça fera moins élevé pour le repreneur, et vous, une fois, j'espère pour vous que vous profiterez de votre retraite, conserver une rente par les loyers perçus par cette activité. Donc voilà, c'était tout. Merci, Hugo. Corinne? Voilà, pardon, encore moi. Juste sur la valorisation des apports, notamment en nature, moi j'ai une bonne partie de stock, mais sans facture parce que ça a été acheté à des particuliers. Alors j'ai les prix parce que moi je tiens un tableau avec tous mes comptas, etc. Et j'ai un bon réflexe.
Ouais, non, mais voilà, j'ai tout est noté, etc. Par contre, j'ai aucune facture et je peux pas. Alors, je sais que dans mon cas, il faudrait que je demande aux particuliers une carte d'identité, etc. Mais justement, si je veux avoir un prix intéressant, il ne faut pas que je le dise. Donc, voilà. Donc, dans ces cas-là, est-ce que je peux valoriser ce stock-là en apport en nature, mais par contre, j'ai aucun justificatif. Comment on valorise le stock, finalement, qui n'est pas encore… Ouais, il y en a qu'on quand on m'a n'est pas donné. encore… Donc là, voilà, on me l'a donné 0. Par contre, il y en a que j'ai acheté. J'ai noté les prix, etc. Mais par contre, j'ai aucun justificatif d'achat, quoi. Qui veut répondre? Ils ont tous été donnés. Ouais, mais bon, Franck, donc justifie ma marge derrière et hop, quoi, parce que Franck, c'est pour toi. Ah, après, c'est après, que c'est des une, cadeaux. après, c'est une estimation, voilà, le stock, c'est normalement l'estimation de vos marchandises au prix d'achat. Donc, vous faites une estimation avec ce que vous avez, hein, clairement. Si vous n'avez pas plus, vous ne pouvez pas faire plus. D'accord. Après, ce n'est pas des montants énormes non plus. Il n'y en a pas pour 200 000 euros. Non, c'est une partie, mais il y aura de la brocante. Alors après, l'objet repart tel qu'il était ou il repart relooké, donc il prend de la valeur, voilà. Mais c'est vrai que je ne me vois pas, enfin, par expérience, je sais qu'il ne faut pas dire à un particulier qu'on est revendeur parce que là, le prix, c'est pas la peine, quoi. Mais non, il n'y a pas de gros objets, il n'y aura pas de gros meubles et de choses comme ça, de grosses valeurs. Alors, j'espère que ça va répondre à votre question. Ce que je vous propose, c'est de passer sur la partie, sur les possibilités de financement, justement, par rapport à certaines questions que vous avez déjà pu vous poser, et qu'on puisse balayer un petit peu déjà, dans un premier temps, les principales sources de financement. Excusez-moi, j'ai juste une petite question sur Oui, le point numéro 5 qui était précédemment évoqué. oui. Se préparer au rendez-vous, la présentation pour aller voir les financeurs. Euh, non pas que je souhaite, insulter les banquiers dont Non, monsieur... puisque la visio est enregistrée. Voilà, mais je voulais savoir si le fait d'être une femme jeune, ça pouvait avoir un impact sur les, la réalisation d'un prêt bancaire, ou est-ce qu'il valait mieux que je vienne accompagner d'un homme de 40 ans? Je caricature un petit peu le point, mais vous avez compris, je pense. Bon, enfin, je vais répondre par rapport à mon expérience du presque quotidien, hein. J'ai accompagné récemment des gens qui ont 20 ans, 22 ans, 24 ans. À aucun moment, j'ai ressenti un frein. Alors évidemment, la personne qui a 20, 22, 24 ans, c'est bien qu'elle soit très mature dans sa tête, hein. C'est mieux qu'elle pense comme quelqu'un de 30 ans plutôt que comme quelqu'un de 10 ans, ça c'est sûr. Le banquier va le voir. Mais pour moi, c'est vraiment pas un frein. Il n'y a pas besoin que vous soyez accompagné. Je ne sais pas si on va le redire ou pas, mais j'en profite. Les banquiers prennent le dossier souvent par deux angles, deux approches. La moitié s'intéresse d'abord à la personne et l'autre moitié s'intéresse d'abord au projet. Ça dépend des petites habitudes des banquiers. Simplement pour souligner à nouveau que votre position devant le banquier, votre personnalité, ce que vous dégagez aussi parfois, tout ça, il faut que ce soit rassurant aux yeux du banquier. Il y a la maman solo aussi, c'est un peu compliqué. En solo? Ouais. Alors, Là, je parle par expérience, hein. Ouais, tout à l'heure, à 15h15, là, j'ai un de mes clients, celui qui fait la cave à vin, là, il va voir son banquier en solo. Bon, il y a 3-4 chiffres à prendre, hein, comme avait dit Franck Xavier Aubert tout à l'heure. Hein. C'est j'ai besoin de temps, j'ai un apport de temps, il faut un emprunt bancaire de temps. Après, éventuellement, quatrième chiffre, le montant du chiffre d'affaires qu'on compte réaliser, soit on résume annuellement ou en mois, en semaine. Là, c'était plutôt par rapport aux Je parlais en enfants, tant c'est ça? Oui, En tant que mère de famille. En tant que parent isolé. Oui, le côté maman solo. Excusez-moi, j'étais à côté de la plaque. C'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Si tu veux, Jennifer, je vais te laisser répondre. Il y a Hugo aussi, de par son expérience, qui pourra effectivement aussi témoigner. Et j'insisterai encore sur le fait que plus vous allez donner des garanties précisées et construire votre projet,
aussi à la gestion du temps de vie. Hein. Jennifer, on a parlé un petit peu sur la cohérence, voilà, de comment on s'organise. Et puis Franck, avec le côté, effectivement, organisation du temps de vie. Plus vous allez donner des gages et expliquer comment ça va bien se passer, plus vous allez pouvoir rassurer. Je te laisse répondre, Jennifer. Ouais. Moi, je rencontre pas mal de jeunes, et d'autant plus en moment qu'on peut accorder en plus des garanties, des subventions pour des jeunes. Donc, ce n'est jamais un frein. Généralement, effectivement, les jeunes peuvent venir avec leur père, leurs parents au rendez-vous. Ce n'est pas forcément qu'ils se sentent mal à l'aise, c'est plutôt que derrière, ça montre aussi le soutien qu'ils peuvent avoir sur la partie administrative ou autre, ou alors des jeunes qui vivent encore chez leurs parents. Voilà, ça peut être aussi gage de sécurité pour le banquier qui se dit, voilà, finalement, sur les charges personnelles de cette personne-là, elles sont plutôt faibles et il n'est pas tout seul, isolé derrière. Et après, sur les mamans sono, c'est un petit peu la question de comment vous vous organisez aujourd'hui au quotidien, mais c'est la même question qu'on pose à une femme ou à un homme au rendez-vous aujourd'hui. Il n'y a pas forcément de discrimination, que ce soit positive ou négative, par rapport à ça. Voilà, c'est aussi l'entourage qui va être important sur votre dossier. Voilà, c'est à vous aussi de dire, voilà, je suis peut-être maman solo, mais j'ai mes parents, j'ai une nourrice, je travaillais déjà avant, mon enfant était déjà gardé. Là, effectivement, ça sera la même chose par la suite. Voilà, c'est à vous d'anticiper. Et puis, voilà, si aujourd'hui, il y a un moyen de garde, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas demain. Hugo, je te laisse témoigner. Rebonjour. Donc, c'était Iris qui a posé la question. Tout d'abord, effectivement, c'est une question d'homme avec un grand H, c'est-à-dire que c'est vraiment la relation avec le banquier et je vous incite à vraiment trouver le bon interlocuteur. Par rapport à la question sur est-ce que c'est plus facile ou plus compliqué de devenir en étant une femme jeune, sur la question sur le sexe, honnêtement, c'est un débat qui ne doit plus y avoir. Moi, je suis très clair, ça a plus, dans notre société à l'heure actuelle, ça ne doit plus exister. Il y a effectivement encore certains clichés. Moi, j'avais une cliente qui se lançait dans le bâtiment en étant une femme. On pouvait, quand ça partait à mon service d'excision, c'était de se dire est-ce qu'elle a la poigne pour encadrer, on va dire, tous les interlocuteurs. Et ça, c'est les clichés qu'on l'avait dur. Et ça, je pense, c'est plus un problème de société et pour lequel c'est important de se battre. Et du coup, ça va vraiment dépendre de la personne que vous avez en face de vous. Sur le côté jeunesse, effectivement, mais ce qu'il y a derrière la jeunesse, c'est la crainte du banquier, c'est le manque d'expérience. Donc après, si vous lui prouvez par votre engagement et votre professionnalisme que c'est pas parce que vous êtes jeune que vous avez un manque d'expérience ou de compétences, ça va le rassurer en ce sens-là. Et effectivement, il y a cette question, comme disait Jennifer, sur si vous êtes mère célibataire, la concilier vie professionnelle et vie personnelle. Si vous êtes maman célibataire, c'est voilà, on essaie de savoir comment ça se passera, comment vous allez articuler ça. Et aussi, par rapport aux commentaires de Denis, effectivement, il y a deux axes pour un banquier d'appréhender un projet d'un prospect. Soit on s'intéresse au porteur, soit au projet. Toujours mieux de s'intéresser d'abord à la personne qui porte le projet parce que c'est sur lui que tout repose. Quand souvent on regarde d'abord le projet, c'est que derrière il y a un objectif que le client n'a pas forcément. C'est qu'on va regarder si le projet est bien, est viable. Et derrière, qu'est-ce que je vais pouvoir travailler comme produit et service avec mon client en me disant, tiens, ce projet-là, je sais que derrière, je vais pouvoir vendre ça comme assurance, ça comme TPE, ça comme financement de crédit, etc. Et je vais le conseiller bancaire qui reste un commercial, un vendeur de produits et services. Il va se dire, dans ma ligne d'objectif, je peux vendre ça, 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 ça et faire tourner mes objectifs. Du coup, des fois, ça priorise des projets. Hein. Enfin, je vais être transparent avec vous parce que si un prospect vient et je sais que je peux remplir chaque ligne de mes objectifs, mais un autre projet où il y en a moins, des fois, selon l'état d'avancement du commercial, il peut faire le choix. Donc, je vous conseillerais toujours une histoire d'homme avec un gros H et de privilégier un interlocuteur qui s'adresse en premier à vous. De la façon, dans un business plan, la première chose qui vient, c'est la présentation du porteur. Après, on parle du projet, après de la partie prévisionnelle. Voilà. Et juste peut-être pour compléter, puis de faire un petit peu de promotion peut-être par rapport à ces questions de femmes. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux, mais avec la BGE, l'ADI, Solène,
On a mis en place sur ce mois de mars le mois des créatrices. Et la clôture de notre événement se fera le 5 avril à Bourges à 18 h avec voilà, notamment le témoignage de femmes inspirantes qui pourront aussi voilà, vous aider en tout cas par rapport à la suite. Donc, c'est sur Bourges. Donc, si vous n'êtes pas loin, je vous invite à venir à cet événement et puis voir effectivement qu'on peut être une femme jeune ou maman solo et puis réussir tout aussi bien que d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas. Quand on parle de la gestion du temps de vie, c'est pour ça qu'on l'aborde dans nos accompagnements, parce que avant que ce soit un critère bancaire, c'est aussi un terme de sécurisation pour vous. C'est aussi abordé parce que quand on parle de la sécurisation du parcours de temps de vie, moi, comme je dis, on n'est pas financé à l'immatriculation. Donc, c'est aussi que pour vous, ça colle, pour vous que ça matche et que vous soyez une bonne situation perso et professionnelle. Et quand on parle de l'humain d'abord, c'est aussi sur cette partie-là qu'on travaille et que c'est important de vous sécuriser. Et effectivement, j'ai mon Denis Barbery qui rappelle souvent que ça peut être sympa d'aller voir deux, trois banques différentes, hein, parce que dans les structures bancaires, il y a aussi des façons de faire qui sont un petit peu différentes. Et effectivement, ça va nous ramener à la première possibilité de financement qui est la porte d'entrée, qui est le prêt bancaire. Il faut que j'aie une de mes intervenants qui réagissent parce que ça va être très court. Effectivement, il y a plusieurs sources de financement pour le projet. On en a un petit peu abordé certaines tout à l'heure par Denis, tout ce qui est partie apport, prêt bancaire. Sachez qu'au niveau du prêt bancaire, la banque peut vous demander des garanties. Voilà, des garanties, ça peut être aussi bien les cautions personnelles. Si vous avez un nantissement du fonds de commerce, ça va être une garantie sur le bien que finance la banque. Mais la banque peut aussi faire appel à des garanties extérieures. Voilà, nous, on intervient dans cette catégorie-là, au même titre que la BPI, la CIJ ou la SOCAMA, pour en citer d'autres. Le rôle de ces garanties, c'est d'apporter pour la banque une sécurité, effectivement, en cas de défaillance de l'entreprise et de nos remboursements du prêt bancaire par la suite. Donc, chaque garantie est différente. Nous, au niveau de France Active Centre Val de Loire, on gère des garanties qui peuvent couvrir le prêt jusqu'à 80%, qui viennent vous sécuriser en tant qu'entrepreneuse ou entrepreneur parce qu'on supprime la plupart du temps les cautions personnelles, que ces garanties ont un coût et que la nôtre est quand même un peu moins chère que d'autres. Donc voilà, après, voilà, c'est à vous d'aborder cette partie-là avec les banques. Microcrédit, voilà, vous allez financer votre projet par un prêt bancaire classique. Si vous sortez un petit peu des clous du prêt classique, vous allez plutôt peut-être passer par l'ADI voilà, sur le financement. Et puis, le prêt d'honneur, en général, auprès d'initiatives chères, France Active ou alors des projets de plus grosse ampleur, on a Réseau Entreprendre Val de Loire. L'idée, c'est d'avoir un petit prêt personnel à 0% qui va compléter votre apport personnel. Et on parlait notamment de trésorerie au démarrage et permettre d'avoir un petit peu plus de trésorerie sur le projet. Donc voilà, après, c'est un dossier à constituer, une commission à passer, mais effectivement, ça peut être un plus pour avoir un autre financement à côté de la banque et d'avoir un autre interlocuteur au projet. Souvent, c'est aussi une gage de confiance. Si on se dit, il y a France Active qui me suit sur la garantie, le banquier, ça peut aussi l'insulter en disant, j'ai déjà un verrou de sécurité, ou si Jennifer, elle y va, ça veut dire que moi, je peux y aller. Enfin, il y a aussi des fois ce jeu, alors je dis de partenariat, mais en tout cas, de dire, s'il y en a un qui y va, moi, ça va m'inciter à y aller, parce que si elle y va, ça veut dire que c'est peut-être quelque chose qui est sécurisé et d'avoir un autre regard. Enfin, après, je parle autant une fois. Tout à fait, oui. Après, le réseau de la création, voilà, les partenaires, on échange relativement ensemble. Si vous avez été accompagné en amont, on va appeler votre interlocuteur d'amont. Si c'est Denis qui a fait le prévisionnel, on va appeler Demi. Si vous êtes passé par initiative, on appellera Blandine ou Fabienne. Effectivement, tout ce micro-réseau de la création d'entreprise, et voilà, on échange tous ensemble sur le projet. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, par rapport au banquier, ça sera plus simple pour lui de dire oui, parce qu'il n'aura pas été tout seul dans son coin et que s'il a eu des doutes, ils seront peut-être levés à côté.
Et ça permet de rappeler aussi que c'est aussi l'intérêt de passer par les réseaux d'accompagnement, qu'il y a un certain nombre de fléchages d'aide et de soutien, là, comme on vient de parler, qui est aussi lié au fait que vous soyez accompagné. Donc c'est important. Et on vous a mis aussi le site où vous pouvez retrouver les aides les aides aux entreprises dans le cadre de vos projets de création, ce qui va être les aides au niveau de vos territoires, de vos activités. Tu peux peut-être passer par la slide aussi d'après, qui complète celle-là. Attends, j'arrive. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait demandé que, sur les subventions, je ne sais plus si c'est pas Corinne. Qu'est-ce qui existe comme subvention Je l'ai vu dans le chat, ça. Oui, oui, oui. En termes de subventions, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit, hein, notamment les aides des communautés de certaines communautés de communes, hein, des aides TPE, ils appellent ça. C'est par exemple pour acheter du matériel, on peut solliciter une subvention à hauteur de, c'est différent en fonction des communautés, mais ça peut être 2 000, 3 000, 4 000 euros. Il y a également des aides à l'immobilier pour ceux qui investissent dans l'immobilier, toujours au sein des Comcom. Le plus simple, c'est de se renseigner auprès du chargé de développement économique de la communauté de communes dont vous dépendez, qui est bien souvent d'ailleurs quelqu'un de la BGE. Hein. Et puis il y a une autre aide à laquelle on ne pense pas, mais on la rencontre assez souvent, c'est les aides AGFIF concernant les gens qui ont un petit statut handicapé. Et vous allez aussi avoir, en fonction de vos activités, quand on parle d'aide notamment locale et spécifique, par exemple, il y a eu des mesures de la région centre, parce que la région a aussi une compétence économique, avec des fléchages différents qui vont être sur la transition numérique pour les entreprises ou les porteurs de projets. Donc, il y a aussi des fois des aides, soit des têtes de réseau par rapport à vos activités, ou soit des collectivités locales qui vont aussi être orientées pour une petite partie de votre projet, que des fois, le fait aussi de lister vos besoins et de les chiffrer peut aussi derrière, nous, on peut voilà, orienter sur les aides qui peuvent être disponibles en fonction de la conjoncture aussi. Ouais, là, j'étais parti plutôt sur les subventions. Et attention, parfois, il y a des subventions qui ne sont pas octroyées tout de suite. Enfin, du moins, l'argent ne tombe pas forcément au tout début du projet. Il peut y avoir un décalage. Donc, il faut être bien sûr de son coût pour les prendre en compte. Si une subvention octroyée par la région, hein, conseil régional, par exemple, vous rachetez la dernière boulangerie d'un village et qu'il y a 40 000 euros de matériel, ça va vite, un four, un pétrin, l'immobilier. Vous pouvez éventuellement avoir une subvention à hauteur de 20% du montant du matériel. Après, bien se renseigner sur les pourcentages, ça peut bouger en fonction des années. Mais on est toujours vigilant sur le mot aide, subvention. C'est des choses qu'on peut avoir, mais on ne les a pas forcément. Et c'est difficile d'aller voir un banquier en disant il y a ça qui va tomber du ciel, il y a autre chose qui va tomber du ciel. Bon, le banquier, et nous aussi d'ailleurs, on aime bien concret. Et puis qu'il y a toujours un calendrier politique, c'est aussi à en prendre compte, c'est que en fonction de l'élection locale ou nationale, il peut y avoir des choses qui bougent. Et effectivement, là, ce qu'on avait mis, l'aide qu'on avait mis dans le prévisionnel, qui finalement, 6 mois après ou un an, parce que vous allez créer en décalage, elle n'y est plus parce qu'il y a eu un changement politique qui fait qu'il y a des réorientations budgétaires ou des aides. Tu as parfaitement raison, là. Puis en plus, là, on est en plein contexte. On peut même aller plus loin parce que j'en parlais avec ma responsable il y a quelques jours. Quand on fait les prévisionnels d'activité aujourd'hui et qu'on doit avoir des salariés dans nos tableaux, à quel montant on met le SMIC? Puisque en fonction des promesses des uns et des autres et du résultat de l'élection, on peut se retrouver avec un SMIC qui est maintenu, ce qui se passe actuellement, mais où il peut être porté, je crois, à 1 400 € net aussi également. Alors, Sophie, je ne sais pas si j'ai bien... Pardon, vas-y, Jennifer, et puis après, on verra la question. Juste une subvention également, vous avez peut-être entendu parler par France Active Centre Val de Loire, ou le réseau Initiative vous l'a dit, selon les départements. Il y a cette année des subventions qui sont accordées pour des jeunes sous certaines conditions qui ont moins de 30 ans. Une subvention de 3 000 €, voilà, après avoir avec le conseiller au moment du rendez-vous.
qui est fléché sur un parcours dans le cadre de l'inclusion auquel différents acteurs ont répondu. Donc voilà, ça c'est 3 000 € et c'est cette année donc, pour des personnes qui ont moins de 30 ans, donc jusqu'à la veille de leurs 30 ans, sous certaines conditions. Donc rapprochez-vous effectivement de votre interlocuteur en local. Si c'est sur le Cher, voilà, c'est principalement moi ou Aurélie de l'ADI. Si c'est sur l'Indre-et-Loire et puis les autres départements, il y a aussi une initiative qui peut le faire. Et pour répondre du coup à Sophie, alors je pense avoir compris la question. En fait, quand Denis parlait des aides locales, notamment sur les comités de communes, là, c'est juste encore une fois sur la réglementation de l'Institut, des institutions. Elles ont une compétence développement économique et donc chaque comité de communes, en fonction de ses problématiques, de ses orientations qu'elles souhaitent développer, va pouvoir développer des aides spécifiques. Donc, il n'y a pas une histoire de on fait que des aides en ville et pas forcément en campagne. Effectivement, je sais qu'il y a Jérôme Denis qui est dans le coin, qui est sur Bourges Plus. On n'aura pas les mêmes aides parce que pas les mêmes problématiques que sur d'autres territoires. Et là, encore une fois, c'est des orientations qui vont être faites et c'est pour ça qu'on vous invite toujours à vous rapprocher au minima de vos comités de communes parce qu'en plus, il y a des postes, des managers de commerce, maintenant, il y a des chefs de projet petites villes de demain, etc. Donc, il y a aussi des créations de postes via des soutiens de l'État, de BPI France pour vous accompagner avec des politiques et des aides spécifiques. Donc, c'est aussi des interlocuteurs à ne pas oublier, à privilégier parce qu'ils ont aussi des choses à vous proposer. Donc, il y en a partout. Est-ce que vous souhaitez poursuivre le petit tour des autres aides spécifiques de Jennifer, Denis, Jean-Xavier? Tu veux continuer, Denis? Dis-moi. Donc, les autres... On n'a pas trop parlé de l'ARS, si tu veux, Jennifer. Vas-y, si tu veux. Je te laisse. Donc, l'ARS, c'est au cas où vous êtes inscrit à Pôle emploi. Ce dispositif vous permet de maintenir, alors il y a deux choses. Si vous avez des indemnités Pôle emploi acquises pendant, par exemple, 1 an, le dispositif de l'ARE va maintenir vos allocations Pôle emploi pendant toute cette durée. Le dispositif qui nous intéresse là, c'est l'ARS, c'est le versement en 2 fois de vos indemnités Pôle emploi de prévues, mais à hauteur seulement de 45%. Pour un exemple qui m'arrange, si vous avez 1 000 € par mois avec Pôle emploi, pendant 1 an, 12 000 € annuels, Pôle emploi va prendre 45% de ce montant-là et vous le versez en 2 fois, une première fois 3 semaines après la création de votre activité, une seconde fois, et le second versement aura lieu, je crois, 6 mois après. C'est ça, Réduction d'un cabis. Ouais, c'est ça. Donc, ce n'est pas vraiment un apport, mais il ressemble un petit peu. Alors, pourquoi ce n'est pas un apport? Parce qu'en fait, vous ne les avez pas dans la poche aujourd'hui. Vous les aurez qu'une fois que vous serez immatriculé et créé. Donc, c'est quelque chose qui vient en plus, mais qui n'est vraiment pas négligeable. Et bon, soyons honnêtes, les banques en tiennent compte. Il suffit simplement de leur donner le justificatif. Mais on ne peut pas dire que c'est un vrai apport personnel. Et qu'il faut encore une fois regarder la pertinence ou pas, parce que derrière, ça veut dire que vous n'avez plus l'ARE comme Denis le dit. Donc, c'est là aussi où la situation perso va être très, très importante pour stratégiquement voir si l'ARS ou pas l'ARS est bien dans votre projet ou va plus vous mettre en difficulté. C'est des questions qu'on pose plutôt en entretien sur mesure, parce que, bon, là, je le dis maintenant parce que j'y pense à cet instant. Là, aujourd'hui, on essaie d'être très généraliste. Je pense que c'est ce que vous pensez en nous écoutant. Et puis, on comprend tout à fait que vous ne pouvez pas non plus entrer dans le détail sur votre projet, sur votre situation. Si toutefois vous avez le besoin de rencontrer quelqu'un d'entre nous, Jennifer, je sais qu'elle vient régulièrement sur Bourges, on peut se donner rendez-vous dans les locaux de la BGE où se trouve Anthony, et puis faire un petit rendez-vous sur mesure d'une demi-heure, 1 heure, ça prendra le temps que ça prendra, mais on pourra vous renseigner en fonction de votre projet, de votre situation. Donc après, au trait spécifique, le financement participatif, il y a quelqu'un effectivement qui l'avait abordé tout à l'heure en rendez-vous, est tout à fait possible de faire une campagne de financement participatif, soit en amont du projet,
voilà, pour effectivement convaincre les financeurs de la viabilité et puis de votre projet. Ça peut être aussi en phase de développement, hein, avec la mobilisation de votre clientèle actuelle. Hein, des plateformes, il en existe plusieurs. À vous de trouver celle qui correspond le plus à votre projet et puis à vos valeurs, hein, j'allais dire, ce qui est toujours différent. Et puis après, les concours, hein, c'est vrai que ce n'est pas des généralités, mais chaque année, il y a toujours des concours organisés par Talent des Cités, par la BGE, France Active plutôt sur l'entrepreneuriat par les femmes. L'objectif de ces concours, c'est de mettre en avant des entreprises, mais pour vous aussi, c'est d'avoir un petit plus en termes d'argent, hein, parce que généralement, si vous êtes lauréate ou lauréat de ces concours, il y a toujours une petite subvention généralement qui s'additionne à tout ça. Qui vous permet aussi de faire du réseau et de la communication, enfin, pour ce concours France Active, mais effectivement, ça vous donne aussi un package en plus que uniquement le petit billet qu'il peut y avoir à la fin. C'est un package complet, il me semble. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie plutôt financement, orientation des possibilités? Oui, j'ai une petite question. Petite réponse alors. Pardon. Est-ce qu'il y a des incompatibilités en termes de cumulation de ces différentes modalités de financement? Je dis, par exemple, si on a le droit à une aide locale, est-ce qu'on a le droit aussi à l'ARS et éventuellement de bénéficier d'aide d'un concours? Est-ce qu'il y a des choses qui sont incompatibles entre elles? Non. D'accord. Non. Alors, bien sûr, ça coule de source. Hein. Vous ne pouvez pas avoir le maintien de l'ARE et le bénéfice de l'ARS. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais oui. Sinon, non, c'est possible de faire la totale. D'accord. Ok. Vraiment, Super. si conditions particulières de l'aide locale ou de l'aide spécifique, parce qu'encore une fois, il y a des grilles de lecture et comme Jennifer parlait de la subvention pour les moins de 30 ans, par exemple, effectivement, va y avoir des critères, mais ça, c'est le financeur, c'est celui qui paye, qui va souvent orienter les clauses. Et là, voilà, c'est plus vous êtes dans le profil ou pas, mais en soi, il n'y a pas forcément d'incompatibilité. Ok, super. Non, mais je pensais plus à juridiquement s'il y avait des freins là-dessus ou pas. Enfin, voilà, je ne sais pas du tout. Non, pas de frein. Hein. Il y a les aides que vous allez solliciter au démarrage et puis celles qui viendront après. Donc, ça n'interférera pas du tout dans les premières que vous aurez eues. Tant mieux, ça vous permettra d'avoir un peu plus de trésorerie. C'est aussi l'intérêt derrière. Complètement. Ok, merci beaucoup à tous. De rien. D'autres questions Oui. Oui, Sophie. Quel rôle Bourges Plus, du coup, peut avoir dans l'accompagnement? Alors, là, moi, ce que je peux vous proposer, bon, je sais qu'il y a Jérôme Denis, c'est finalement de vous donner les coordonnées, notamment, alors soit de Jérôme, soit un de ses collègues, pour que vous lui demandiez spécifiquement. Bourges Plus, notamment, va accompagner sur de la recherche de local. Après, Jérôme, si tu nous entends et que tu n'es pas parti manger, tu peux s'intervenir, mais il va accompagner sur la recherche de locaux. Ses collègues vont pouvoir regarder sur d'autres choses où ils interviennent. Il y a une prime, notamment une aide à l'installation pour les 12 premiers mois des loyers dans un secteur bien spécifique de la ville. Voilà, c'est des choses. C'est pour ça qu'on vous dit qu'on travaille tous ensemble et qu'après, il faut aller sur vos services de développement économique parce que finalement, ça vous fait aussi une porte d'entrée. On parlait des fois de tout ce qui va être très spécifique sur les normes, sur les collègues de Bourges Plus qui vont être plutôt sur le bâtiment, les choses comme ça à respecter. Ben voilà, ça vous fait aussi des portes d'entrée. D'accord, merci. Oui, bonjour. Oui, vas-y.
Bonjour à tout le monde. Donc, je vais laisser mes coordonnées là dans le chat. Et puis, comme ça, les personnes qui ont des questions ou qui veulent nous rencontrer là au Deveco à Bourges Plus, on peut prendre rendez-vous et puis vous présenter les différentes aides qu'on peut apporter. Donc, je vais mettre mes coordonnées tout de suite dans le chat. Et puis, je vous les renverrai avec le mail de la présentation, puis des coordonnées de Denis, Jennifer et puis Franck et Xavier. Et pareil, hein, pour les collègues, on parle beaucoup du Cher, je suis désolé, mais pour les personnes de l'Indre et de la Touraine, hein, n'hésitez pas aussi sur vos territoires. Hein, les collègues des BGE Indre et BGE Touraine sont aussi en lien avec les homologues de Jérôme Denis sur les autres communautés de communes. Moi, je peux faire le lien sur l'Indre-et-Loire sans souci hein, pour France Active, sur l'Indre un peu moins, mais pas de souci sur l'Indre-et-Loire. Il y a des gens pour vous accompagner partout, donc n'hésitez pas à les solliciter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il est 12h30, on va en prendre une dernière. S'il n'y a pas d'intervention, on va juste aller manger très gentiment. S'il vous plaît. Oui, vous serez la dernière. Hein. J'espère en tout cas que ça ne va pas déranger tout le monde parce que je pense que mon cas est un peu à part. Moi, j'ai déménagé dans le Cher il y a peu pour des raisons personnelles. Sauf que j'ai l'intention que mon entreprise soit dans le Loiret. Et en fait, plus j'avance et plus ça me stresse tout ça parce que je vous entends toujours parler de chez vous. Sauf que moi, je vais être un peu plus au nord. Donc là, je suis vraiment à la limite, en fait. Je suis à 2 kilomètres du Loiret. Ouais. Et les choses font que du coup, tous mes interlocuteurs se retrouvent dans le sud, de là où moi, j'ai l'intention de développer. Alors, pour information, on a un bureau à Aubigny et on a l'habitude de travailler avec des gens qui sont dans le sud du Loiret, notamment côté Gien, tout ça. Oui, nous, ce qu'on conseille, et s'il y a d'autres personnes qui sont dans le cas, c'est vrai que chez BGO, on va vous conseiller, on va pouvoir accompagner sur le début finalement de votre projet, hein, structurer, comment vous voulez le faire, les idées, etc., etc. Après, on a souvent le cas hein, de personnes qui veulent aller sur d'autres territoires, d'autres départements. Alors, on a la chance d'avoir des réseaux régionaux, nationaux, etc. Donc, on peut vous envoyer. Effectivement, j'ai envie de vous dire, sur la bascule, études de marché, recherche de financement, on vous conseillera de vous rapprocher vers les collègues, vers les structures de la localité, finalement, parce que nous, on ne maîtrise pas assez l'environnement local, les différentes subventions possibles qui accompagnent, sachant qu'après, si vous changez de région, il y a d'autres politiques régionales. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, je pense qu'il faut que vous puissiez aller soit en présentiel ou prendre contact avec les structures. Et n'hésitez pas à demander aussi, enfin voilà, comme Jennifer le disait, on a les relais sur d'autres départements, ben voilà, on est aussi en lien avec tout le monde. Donc il y a un moment, effectivement, il vaut mieux être sur votre secteur où vous allez implanter l'entreprise ou l'activité. Oui, d'accord. Je reverrai du coup ça avec les personnes au moment où ce sera le bon moment. Mais oui, voilà. Je me dis que depuis le début, là, tout le réseau se fait à l'inverse de l'endroit où je suis censée aller, donc ça me... J'espère que je ne perds pas de temps, en fait. Vous ne perdez pas de temps, mais peut-être que des fois, vous allez aussi retrouver le réseau. On ne sait pas où ça nous mène des fois. Hein. Oui, non, mais c'est jamais négatif, bien au contraire, parce que vu l'entreprise que je veux faire, je vais forcément travailler aussi par ici, mais c'est vrai que principalement, ce sera dans le Loiret, donc je préférais aussi voir avec vous. Voilà. Merci. Il y a un moment, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter parce que autant France Active que Compta France, que tous les autres collègues des structures d'accompagnement, on a aussi en lien avec les autres qui sont dans le Loiret, dans les autres départements, voire dans d'autres régions. Donc, n'hésitez pas vraiment à solliciter pour qu'on vous mette en contact et en réseau avec les collègues. Merci. Et pour vous rassurer, le siège social de France Active Centre Val-de-Loire est à Fleury-les-Aubrais. Donc, j'y suis 2 fois par semaine. Donc, il n'y a pas de donc ça va. Donc, vous n'êtes pas perdu. On est en région centre. Hein, le monde est petit. Ça, la région reste toujours la même. Mais... bon, je me sens plus rassurée. Je vous remercie. Pas de souci. Eh bien, écoutez, oui, allez-y. Ouais, vraiment la dernière. Hein. Je suis désolé, je suis gardien du temps, mais vraiment la dernière. Et si c'est hors région centre, c'est pareil, on peut commencer à amorcer un projet. Oui, encore une fois, on peut commencer à le travailler parce que ce qu'on vous disait, hein, le côté début du business plan, valorisation de votre compétence, votre profil, votre parcours, effectivement, regardez votre activité, travailler l'arbre à objectif, l'arbre à produit à service, comment vous allez faire les choses, etc. Ça, il y a un minimum de choses qu'on peut faire une fois le temps que vous n'avez pas déménagé ou que
on ne vient pas dans, à mon avis, l'étude de marché, où là, il va falloir regarder vraiment, avoir du relais local, du réseau local pour aller chercher si vous avez vraiment de la clientèle, qui sont les interlocuteurs à privilégier en fonction de votre cible, hein, quels sont les enjeux aussi de on aime bien la sociologie des organisations, mais en tout cas les personnes à connaître, les relais. C'est là où je vous dis, hein, on a tous des réseaux nationaux, donc on peut trouver des fois facilement, des fois un peu, mais enfin rechercher des contacts dans les autres régions pour vous orienter directement et aussi dire aux collègues, il y a eu un suivi par telle et telle structure dans notre région. Et même pour les sociétés de caution mutuelle, justement, France Active notamment. France Active, on est un réseau, on est une association régionale, mais on fait partie d'un réseau national, donc il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un mail et moi je vous oriente vers l'association qui correspond à votre besoin. Mais vous travaillez avec certaines banques en particulier parce que je sais qu'il y a certaines cautions mutuelles qui sont plus affiliées avec certaines banques. Nos garanties à nous sont référencées dans toutes les banques de la place. Après, on a certaines affiliations voilà, avec certaines banques, mais ça, c'est une histoire de conseillers, de présence, d'associations. Mais potentiellement, aujourd'hui, on travaille avec toutes les banques. Et sinon, vous, en majorité, avec quel réseau bancaire? Après, pour vous citer quelques noms, aujourd'hui, on va travailler avec Caisse d'épargne, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Banque Populaire, CIC, Crédit Coopératif. Tout le monde. Vous voyez, ça représente pas mal de banques, finalement. D'accord. Merci. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut officiellement clôturer cette visio. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Et puis, je vous envoie dans la journée les coordonnées du coup des 4 collègues et puis la présentation. Merci beaucoup. Merci. Bon appétit. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Ah, c'est beaucoup de choses.